Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous ramène pour commencer pas très loin de 100 ans en arrière, puisqu'on est à la fin de l'année 1927, à Villiers-sur-Marne, à l'est de Paris. Les gendarmes se présentent devant un modeste pavillon, ils entrent dans le petit jardin, viennent frapper à la porte de cette demeure, et à peine un instant plus tard, une femme vient leur ouvrir, elle a une cinquantaine d'années. « Madame de Funès ?»« Oui », répond la dame. Les gendarmes demande s'il pourrait s'entretenir avec elle. Madame de Funès a 3 enfants, Marie, Charles et celui qui va nous intéresser, le petit dernier, Louis. Tous 3 voient les gendarmes qui entrent dans le salon. Ils vont écouter, essayer de comprendre ce qui se passe. Tôt dans la matinée, le long d'un canal, il se trouve qu'on a retrouvé un chapeau, des chaussures et une lettre d'adieu signée Carlos de Funès. C'est le père de ces 3 enfants, c'est le mari de Madame de Funès. Vous imaginez le choc dans la petite famille. C'est vrai que depuis quelque temps les affaires allaient mal, mais rien ne laissait présager cette fin. La personnalité de Carlos de Funès n'avait pas l'air tellement suicidaire. Il était espagnol, comme sa femme, Léonore, Carlos de Funès de Galarza. Il avait fui l'Espagne avec sa femme pour venir tout simplement l'épouser, parce que les parents n'étaient pas du tout d'accord avec cette union. On était là dans les années 1900. En France, leur situation s'était améliorée. Les parents respectifs avaient fini par accepter cette union, mais Carlos avait enchaîné pas mal d'aventures sur un plan financier, qui étaient plutôt des mauvais plans d'ailleurs. Il s'était lancé dans la fabrication de diamants synthétiques, c'était la grande mode, ça, à la fin de la Première Guerre mondiale. Il était daltonien, ça tombait pas très bien, et demandait à son dernier fils de lui préciser la couleur de tous ces produits qu'il manipulait. Le dernier, il l'appelait Bibi, et c'était le fameux Louis. Voilà qu'à présent, Bibi va devoir vivre sans père, lui qui n'a que 12 ans. C'est un enfant sensible, Louis, pudique, un enfant taciturne, volontiers rêveur. Il a toutes sortes de passe-temps, dont les 2 principaux sont la pêche à la ligne, et on retrouvera ça dans quelques films plus tard, et puis, bien sûr, le piano, des activités qu'il avait l'habitude de pratiquer avec son père. Et là, maintenant, l'absence va se faire cruelle dans ces 2 domaines. Incroyable mais vrai. 2 ans après sa soudaine disparition, voici que Carlos de Funès fait parler de lui de nouveau. Sa femme, Léonore, apprend qu'il vit au Venezuela, que ce qu'on avait retrouvé au bord du canal n'était qu'une mise en scène, qu'il ne s'était pas véritablement suicidé. Oh, Léonore est une femme de caractère. Elle décide d'aller le chercher là où il se trouve. Elle est partie pour l'Amérique du Sud. Franck Ferrand sur Radio Classique. Louis a 16 ans à ce moment-là, au moment du départ de sa mère, qui s'absente pendant plus d'1 an. On est à la fin de l'année 1930. Louis a été confié à une amie de la mère qui s'occupe d'une pouponnière, et en rentrant du lycée le soir, il s'occupe des jeunes enfants qu'on a abandonnés à la naissance et qui se retrouvent dans cette pouponnière. Il leur donne le biberon, il les nourrit à la petite cuillère. Ça aussi, ça inspirera un film beaucoup plus tard. En 1931, sa mère parvient à ramener son père en Europe, mais il n'est plus le même. Et 3 ans plus tard, il va mourir en Espagne. Louis a 20 ans maintenant, il sera marqué à vie par le comportement erratique de ce père qui symbolise l'absence d'une certaine façon. Louis est de plus en plus proche de sa mère. Il dira d'elle longtemps qu'elle aura été le premier professeur de comédie qu'il ait jamais eu. Il racontera cette anecdote à ses enfants, je le cite: « Maman avait un aplomb incroyable. Je n'oublierai jamais l'histoire de cet oncle de Madrid qui nous avait envoyé sa photo. En apercevant ce visage moustachu, elle s'était empressée de le reléguer à la cave. Je l'ai placé sur le piano, lui a-t-elle écrit en le remerciant. Et voilà que ce monsieur débarque un jour à l'improviste. Je le vois encore avec sa tasse de thé demandant où était son portrait. Maman a marqué un temps. Cette histoire lui était complètement sortie de la tête. Alors, elle l'a regardé dans les yeux avec une sincérité inouïe. Elle lui a répondu: « Oh, je viens justement de le donner à agrandir. » Ça, c'était du spectacle.
Après des résultats moyens au lycée, Louis se demande ce qu'il pourrait bien faire dans la vie. Son grand frère Charles est fourreur. Il lui conseille d'ailleurs de faire comme lui. Et voilà De Funès qui entre à l'école professionnelle de la fourrure de Paris. Mais au bout de quelques mois, il est renvoyé. Il est renvoyé parce qu'il fait un chahut pas possible. Ça l'ennuie, la fourrure, disons les choses. C'est le début d'une longue période où il va enchaîner toutes sortes de petits boulots. On est là dans les années 35-39. On le verra à la fois, successivement, comptable, décorateur, étalagiste. Et alors qu'il se retrouve à Saint-Étienne comme étalagiste dans un grand magasin, il est chez Uniprix, Louis de Funès rencontre, il a 22 ans à ce moment-là, il rencontre une jeune fille de 21 ans, Germaine Carroyer, avec laquelle il va convoler en juste noces. Ça, c'est le 27 avril 1936. Ils auront un fils, Daniel. Ce Daniel qui sera en quelque sorte plus tard, au moment du deuxième mariage de Louis de Funès, un peu l'enfant caché, en tout cas celui dont on ne parle pas. Il est discrètement parti, si je puis dire. Il est mort en 2017, Daniel de Funès. Bref, pour l'instant, Louis et Germaine forment un ménage heureux. Les voilà qui viennent vivre à Paris. On est au moment du Front populaire, c'est dans cette époque-là. Louis est pianiste dans des restaurants et des cabarets. Il joue de 5 heures du soir à 5 heures du matin, sans compter les heures, inutile de vous dire. Et bien plus tard, il racontera qu'il sortait de là. Vous imaginez, après 10 heures de piano dans la fumée de cigarettes et les brouhahas, il sortait de là complètement lessivé. En 1939, il est réformé au début de la guerre. Il avait déjà été réformé en 36 au moment du service militaire. Faut vous dire qu'il mesure 1m64 et qu'il pèse surtout 54 kilos. Autant dire que pour les examinateurs, il n'était pas la recrue de choix. Et puis arrive 1940, arrive la débâcle. Il va falloir vivre dans Paris occupé. Et au début de l'occupation, Louis de Funès se retrouve pour le moment sans emploi. Vous écoutez Radio Classique. Jean-Jacques Gellot-Blanc dans Louis de Funès, l'Oscar du cinéma écrit, qui d'ailleurs était co-signé avec Daniel de Funès dont je vous parlais. Pour lui, plus question de jouer les étalagistes. De toute façon, il n'y avait plus rien à mettre dans les vitrines, ironise-t-il. Alors, il reprend ses gammes sur le clavier d'un piano, puis fait le tour des cabarets parisiens à la recherche d'un engagement. Un soir, il en décroche un à l'Horizon, petite boîte non loin de la place de la Madeleine. Passionné de jazz, le patron de l'établissement rêvait de faire jouer de la musique interdite par l'occupant et le gouvernement de Pétain. À minuit, -5, avant le couvre-feu, il chassait tous les clients dont il n'était pas sûr pour ne garder que des amis, puis baissait le rideau de fer jusqu'à 5 heures du matin. Et pendant toute la nuit, 2 pianistes se relayaient, Louis de Funès et un certain Édouard Ruot, plus connu sous le pseudonyme d'Eddie Barclay. L'occupation est pour Louis de Funès, comme pour tellement de Français, une succession de difficultés. Son frère, en plus, est mort au front. Il est mort au combat en mai 40. Ça a été pour lui un drame terrible, évidemment. Il ne mange pas à sa faim. Louis, il maigrit à vue d'œil. Et puis, il décide de se séparer avec Germaine. Période vraiment très sombre, jusqu'à la rencontre de celle qui va devenir son épouse en 1942, Jeanne Barthélemy. Elle est dans un bar dans lequel travaille toujours notre pianiste de nuit et voyant Jeanne embêtée par un officier allemand qui était un petit peu insistant, Louis a quitté son piano et il s'est fait passer pour le fiancé de Jeanne. Comme ça, l'Allemand a fait demi-tour. Et ça, c'est une rencontre qui a changé sa vie en 42. C'est la première personne à qui Louis de Funès confie son véritable rêve, qui est de devenir comédien, parce que ça, c'est sa vocation. Il se souvient des quelques représentations qu'il avait pu faire plus jeune dans des cercles catholiques. Il faut vous dire que Louis est très pratiquant. Sa joie sur les planches l'avait amené à considérer ça comme un horizon. Ça pourrait être son métier. Début d'une longue quête. Il s'est inscrit au théâtre Simon. Il a rencontré Daniel Gélin, qui sera déterminant pour la suite de sa carrière. C'est au cours Simon qu'ils sont devenus très amis, ces deux-là. C'est Daniel Gélin qui va lui proposer de jouer dans son premier film, La Tentation de Barbizon. Il a 31 ans, il jouera un portier de nightclub et apparaîtra seulement quelques secondes, ce qui ne le décourage pas. Daniel Gélin continue de l'aider. Plus tard, il déclarera pour un apprenti comédien, il n'est plus tout jeune. Il vient d'avoir 30 ans et fait beaucoup plus. Il a un physique un peu spécial, un tout petit bonhomme assez nerveux, assez timide et qui a une
force comique absolument extraordinaire, un peu burlesque. En fait, il ne ressemblait à personne. C'est peut-être un des secrets de la réussite lorsqu'on veut accomplir ses rêves dans le monde de la comédie. En 44, Jeanne va donner naissance à Patrick, 5 ans plus tard à Olivier. Ce sont donc les 2 enfants célèbres de Louis de Funès, Patrick et Olivier. Pour vivre décemment, le père doit multiplier les contrats. Et si vous regardez la liste des films dans laquelle on voit Louis de Funès apparaître entre 46 et 59, vous pourrez en compter plus de 80. Dans les années 50, il tourne en moyenne tous les mois et demi, avec des cachets modestes, sauf qu'à la fin des années 50, les cachets sont devenus beaucoup plus substantiels. Tout le monde maintenant reconnaît la tête de Louis de Funès. On a presque envie de le chercher dans les grandes distributions de ces films à distribution nombreuse qu'on avait à l'époque, même si on ne connaît pas encore vraiment son nom. Dans un ouvrage qu'ils ont coécrit en 2005 et qui s'appelle « Ne parlez pas trop de moi, les enfants », les fils de Louis de Funès, Olivier et Patrick, racontent leurs souvenirs d'enfance concernant leur père. Et voilà ce qu'ils nous disent. Ne pouvant plus compter que sur eux-mêmes pour décrocher le petit cacheton, nos parents mirent au point un ingénieux système qui nécessitait de bonnes chaussures. Bras dessus, bras dessous, ils arpentaient les Champs-Élysées des après-midi entiers, passant et repassant devant le Fouquet's, car tous les gens de cinéma y déjeunaient ou y prenaient un verre. Un jour, ils tombèrent sur le cinéaste Jean-Pierre Melville. « Oui, Jeanne ! Oh, quel dommage que je ne vous ai pas aperçu plus tôt. J'avais besoin d'un pianiste pour le réveillon du jour de l'an, mais je l'ai déjà trouvé. Vous ne connaîtriez pas un accordéoniste par hasard ? » « Ah, mais j'en joue aussi très bien, mentit notre père, qui n'avait jamais touché un accordéon de sa vie. » Et Melville l'engagea. Notre père se plaça derrière le pianiste de façon à cacher sa main gauche, celle des boutons de l'accordéon qu'il aurait été bien en peine d'utiliser, et de la droite, il se débrouilla tant bien que mal pour accompagner le piano, en se contorsionnant sans cesse pour éviter d'être confondu. Melville n'était pas dupe, il lui versa le double de ce qui avait été prévu, par générosité d'abord, et sans doute aussi pour le récompenser d'avoir fait ainsi illusion toute la soirée. En parallèle, on voit Louis apparaître dans des publicités, mais surtout, on le voit s'épanouir sur les planches. Et tout au long de sa carrière, il faut jamais oublier que Louis de Funès aura été un incroyable comédien de théâtre, même quand il sera devenu une star du grand écran. On continuera à le voir sur certaines grandes scènes parisiennes, et progressivement, il va se faire une place dans le métier. Fufu, comme l'appellent ses camarades de scène. Ses présences à l'écran vont avoir tendance à se rallonger jusqu'à sa grande scène, vous savez bien, en 56, face à Bourvil-les-Gabins, s'il vous plaît, dans La Traversée de Paris, où il incarne cet épicier au 45 de la rue Poliveau, que Jean Gabin dénonce en hurlant, vous savez, Jean Bier. De Funès ne se laisse pas impressionner dans cette scène, et la scène est très remarquée, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça y est, cette fois, on ne parle plus que de lui dans le métier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était temps que Louis de Funès se fasse connaître, puisqu'il a pas loin de 50 ans maintenant. Alors, on va lui proposer, juste après La Traversée de Paris, le rôle principal de Comme un cheveu sur la soupe, s'il vous plaît. Et puis ensuite, il devient la tête d'affiche de Ni vu ni connu. Ça y est, la carrière est lancée. Louis de Funès, l'acteur le plus drôle de France, va titrer France Dimanche. Ce qui n'empêche pas Louis de rester très anxieux, parce que il se dit, vous savez, c'est le problème de ces succès qui arrivent tard dans la vie, c'est que ça a l'air presque rêvé, cette histoire presque irréelle. On se demande si ça va durer. Alors on voit Louis qui économise beaucoup d'argent, qui reste très prudent, très anxieux même, disons-le. Il va y avoir un autre très grand succès, c'est en 1959, la pièce Oscar, qui va être à l'affiche pendant 600 représentations, avec un triomphe tel que Édouard Molinaro en fera un film plus tard, en 67. Les années 60, eh bien, ce sont celles de la gloire pour Louis de Funès. Pouic Pouic en 63, Faites sauter la banque l'année suivante, et puis en 64, le début de la saga des gendarmes avec le gendarme de Saint-Tropez. Il y aura 6 films en tout, peut-être pas les meilleurs, mais enfin bon. Et puis, toujours la même année, le premier volet de Fantomas, qui aura lui 3 volets. C'est Jean Marais, là, le héros encore à l'époque. Il touche 300 000 francs par volet, par film. Louis de Funès est à 200 000. Le cachet est un peu en dessous de celui de Jean Marais.
Mais quand même, dans Fantomas contre Scotland Yard 3 ans plus tard, Louis de Funès va passer devant Jean Marais. 500 000 pour lui, 400 000 pour Jean Marais, vous voyez. Ça y est, cette fois c'est la gloire. Et puis bien sûr, il y aura ce personnage de Léopold Saroyan dans le Cornio, et puis celui de Stanislas Lefort dans La Grande Vadrouille. Ça, ce sont les grands films de Gérard Houry. 17 millions d'entrées pour La Grande Vadrouille, vous imaginez, en tête du box-office français jusqu'en 1997. 30 ans de succès ininterrompu, succès européen également. Louis de Funès est capable de faire 40 millions d'entrées en URSS à l'époque, 6 millions en Italie, 4 millions en Allemagne, enfin bref. Là, ça n'est plus du succès, c'est une immense gloire, et pendant les décennies 60 et 70, Louis de Funès va devenir l'acteur le plus bankable, comme on dit joliment, du cinéma français. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, la question qui se pose un peu, c'est de savoir qui était Louis de Funès. On a tout dit sur lui. Certains ont dit qu'il était tendu et désagréable, manquant d'humour dans la sphère privée. D'autres, au contraire, je me rappelle notamment d'avoir beaucoup parlé avec Michel Drucker, qui nous dit qu'au contraire, il était d'une très grande gentillesse, d'une très grande humilité. Voici ce que disait Michel Galabru, qui a beaucoup tourné aux côtés de Louis de Funès. Louis était très timide, dit Michel Galabru. On ne pouvait pas l'approcher comme ça, ce qui a fait penser à certaines gens qu'il n'était pas commode. Mais non, c'était un homme très timide, et alors, s'il ne vous connaissait pas bien, il avait peur. Mais dès qu'il vous connaissait, dès que vous deveniez son ami, alors c'était un enchantement. Parce que chaque minute, cet homme voyait quelque chose de drôle que vous n'aviez pas perçu, et il vous le transmettait, et on pleurait de rire. Je me rappelle des crises de fou rire extraordinaires. Il est certain que Louis de Funès était très exigeant. C'était quelqu'un qui avait une conception quasiment chorégraphique de ses prestations. Il voulait occuper l'écran d'une manière qui aurait pu être celle d'un mime, d'une certaine façon. Il lui arrivait de refaire et de refaire encore certaines scènes jusqu'à ce que la prise lui paraisse parfaite. Et c'était très éprouvant, ça, notamment pour le cœur, parce qu'il arrivait souvent qu'on lui demanda dans certains films de se mettre en colère, n'est-ce pas? Et puis, c'était cet homme anxieux, un peu inquiet de l'avenir, dont le succès tardif n'avait jamais réussi à rassurer totalement les inquiétudes puisées dans une enfance dont vous avez compris qu'elle avait été difficile. Il fuyait les mondanités, Louis de Funès. Il avait, pour sa femme, acheté le château de Clermont en Loire-Atlantique. C'était le château de famille de sa femme, la famille de Maupassant. Et il passait énormément d'heures dans son jardin, dans son potager. À la fin de sa vie, il était très malade. Il y a eu les 2 infarctus en 75, bien sûr, avant le tournage de L'aile ou la cuisse. Et puis, sa santé s'est un petit peu améliorée par la suite, le 27 janvier 83, alors qu'il se trouve dans son château, au Cellier, il est victime d'un nouvel infarctus. Et cette fois, on le conduit à l'hôpital de Nantes. Mais il est trop tard, il mourra le soir même de ce 27 janvier à 20h30. Ça a été une onde de choc considérable. La France entière était en émoi. En 2015, un sondage a été réalisé pour savoir quel était l'acteur préféré des Français. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais 3 décennies plus tard, c'est toujours Louis de Funès. Vous écoutez Radio Classique.